Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, votre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés. L'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale et de bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires et de découvertes. Les fiers trentenaires, c'est votre nouveau rendez-vous incontournable pour vivre la trentaine à fond. Alors, pour exprimer l'idée que la réussite d'une génération se mesure à sa capacité à surpasser celle de ses aînés, Thomas Sankara a dit un jour « Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ». Pour Sankara, la génération qui suivait la période coloniale où les premiers dirigeants post-indépendance se devait d'être plus radicale, plus intègre et plus efficace dans la construction de la nation. Sankara voyait la jeunesse burkinabé comme un levier essentiel pour le changement et le progrès. Il estimait que les jeunes devaient repousser les limites de l'ordre établi, remettre en question les pratiques héritées du passé et innover pour construire un avenir meilleur. Pour lui, ne pas améliorer la situation de ses parents serait une forme de capitulation, de résignation ou de paresse face aux défis de la nation. Sa citation est donc un véritable credo de la dynamique du changement et du progrès constant, essentiel à l'esprit de révolution burkinabé. Cependant, aujourd'hui, elle est souvent utilisée de manière plus superficielle. On s'en sert plus pour juger, condamner et rappeler aux jeunes le gap qui existe parfois entre eux et leurs parents. Cette approche peut parfois manquer de nuances et ne pas prendre en compte les complexités des réalités individuelles ou collectives. De nos jours, beaucoup d'entre nous sont rabaissés ou minimisés avec les mots de Sankara. Un trentenaire dont le père était déjà marié à son âge se verra, par exemple, traité de papillonneur, incapable de se fixer et de construire une famille stable. Une trentenaire dont la mère avait déjà 3 enfants avant même son âge sera jugée de femme trop moderne, ne respectant pas les traditions et les normes sociales établies. Plutôt que d'être encouragés à embrasser leur individualité, à créer un avenir qui leur ressemble sans se sentir obligés de reproduire les modèles de leurs parents, les trentenaires que nous sommes sont souvent comparés à ceux qui étaient les anciens. L'histoire de ces derniers est souvent polie, façonnée de sorte à ce que leurs ratés ne soient jamais mentionnés. Ils étaient tous forts, intelligents, vigoureux. Souvenez-vous, leur fameux « j'allais à l'école à la nage, j'étudiais sous les lampadaires de la rue » nous rappelle bien que malgré le fait qu'on soit l'une des générations les plus occupées de l'histoire de l'humanité, ils trouvent qu'on n'en fait pas assez. Beaucoup souhaitent se refléter en nous, réparer leurs ratés grâce à nos actions. Et quand c'est notre tour de traverser les épreuves sans les réussir, ils s'indignent. C'est là qu'ils pensent honte à celui qui ne fait pas mieux que ses parents. Plutôt que de chercher à nous éviter leurs échecs, ils nous reprochent de ne pas nous rapprocher de leur réussite. Pourtant, il est essentiel de comprendre que la réussite ne se mesure pas seulement à la capacité à surpasser ses aînés, mais aussi à la capacité à construire sa propre vie, en respectant ses propres valeurs, ses aspirations. C'est ça que je soutiens personnellement. Je me dis que je ne peux pas demander à mes enfants d'être plus doués que moi avec les mots, par exemple, si la nature ne les a dotés que de l'amour des chiffres ou d'un art en particulier. Bref, c'est dans cette optique que dans cet épisode, je souhaite échanger avec 2 fiers trentenaires qui, bien que la société veuille leur reprocher leur singularité, tiennent mordicus. Ils ne sont ni l'ombre ni le reflet de leur père. Johan et Junior sont des amis à moi. Ils sont inconnus l'un de l'autre, enfin, jusqu'à ce qu'ils arrivent au studio. Ils ne se connaissaient pas encore, mais ils ont un profil assez similaire. Johan est un fier trentenaire que j'ai découvert sur Twitter, le nouvel X, très taquin, avec des prises de position souvent bancales. Et quand je vous dis bancales, c'est un euphémisme. Pendant des mois, on échangeait tous les deux sans se follow. Souvent parce que ses interventions sur mes posts étaient aux antipodes de ce que mes écrits voulaient exprimer.
Le gars, il est né pour contredire. Puis, on a fini par devenir des mutuelles. Avec d'autres amis, on a fini par sortir assez souvent, organiser des brunchs, des week-ends en groupe, etc. Pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, la distance s'est créée, mais bon, le lien reste, c'est mon grand frère, et je suis bien heureuse de l'avoir face à moi ce soir. Junior, quant à lui, c'est mon frère on se connaît depuis, on est nés ensemble dans la même maison, limite. On s'est rencontrés pour la première fois alors que je refaisais ma 4e. Lui, il venait de province et n'avait quasiment pas d'amis à Libreville. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il était nouveau au collège qui le rendait difficile à cerner, mais son humour naturel a fini par me convaincre et avant même la fin du premier trimestre, on était bons amis. Arrivé en 3e, on ne se quitte plus. Pire, nous étions presque voisins à l'époque. Il habitait la campagne, moi j'habitais Stéphos. Donc on passait tout notre temps libre en dehors de l'école, l'un chez l'autre. Sa maman est très vite devenue la mienne et ma maman est très vite devenue la sienne. On passait du temps ensemble aussi bien pour travailler que pour gamberger. Quand il a fini par repartir en province, on garde le contact et des années plus tard, devenus parents, la relation d'amis a réellement mué en frère. Donc, je ne vous dresse pas leur profil professionnel, ils vont le faire eux-mêmes tout à l'heure, parce leur profil fera l'objet de l'échange en même temps, mais vous comprenez mieux, je l'espère, vous comprendrez mieux au fur et à mesure de l'échange la raison pour laquelle je ne peux pas dire qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie. Donc, anyway, bienvenue Junior, bienvenue Joanne. Merci beaucoup Darlène, merci, c'était, comment dire, la présentation de Joanne, c'était... ouais, bon. Joanne, c'est un emmerdeur, il faut se le dire. Voilà. Disons ça juste en français. Joanne, c'est un emmerdeur. Il est très énervant. Je pense quelque chose que mes parents n'ont jamais arrêté de me dire depuis que je suis petit. Tu sais pas te taire. Il a toujours quelque chose à dire. Toujours en train de contredire. Non, mais... Comme je tiens toujours à rappeler, quand on a passé des années d'abord à fermer sa bouche, à bégayer. Une fois qu'on a appris à parler, c'est difficile de fermer quelque chose qu'on a ouvert. Je comprends totalement. Donc, en tout cas, bienvenue chez les fiers trentenaires, Joanne. Petite précision quand même. Je suis sorti des trentenaires cette année. Donc, nous, on appelle les fiers trentenaires les gens qui ont entre 28 et 42 ans. L'exception. Donc, tu es encore un fier trentenaire. Bon, je suis encore un fier trentenaire. Tu es sorti hier. Je suis sorti hier, 40 ans. Donc, attends, on va arriver à ton âge tout à l'heure. Bienvenue, Junior. Ça commence fort. Bienvenue, bonjour à tous les fiers trentenaires. Écoutez, comment tu vas? Je vais bien et un peu inquiet. De quoi? Inquiet parce que dans mon milieu, dans mes activités socio-culturelles, on a peur de l'âge qui suit mon âge. Ok. On va parler de vos âges dans la question qui arrive là. Mais d'abord, vous allez comment, est-ce qu'on va arriver? Comment? Moi, ça va. Honnêtement, l'année a été bonne. Ça va. Plein de bonnes choses. Elle se termine très bien. J'ai pas à me plaindre. Ok. J'ai vraiment pas à me plaindre. Ouais. En tout cas, ça nous fait plaisir. Junior qui a peur. Alors, vous m'avez tous les deux dit que vous n'écoutez pas le podcast. Vous n'êtes pas des amis. Je t'ai dit que j'ai écouté quelques épisodes. Les extraits et partagés. Voilà. Oui, bon, pour partager, ils partagent. Oui. Mais pour écouter, c'est vite fait. Donc, quoi qu'il en soit, chez les fiers trentenaires, pour cette saison, on a une question rituelle qu'on pose à nos invités. Étant donné qu'on a envie de rendre la fierté à l'âge qu'on a, on veut savoir quel âge vous avez et comment est-ce que vous le vivez. Donc, Joanne, tu nous disais que tu as 40 ans. 40 ans, ouais. Comment est-ce que tu vis ta quarantaine aujourd'hui? Je vis ma quarantaine comme quand je vivais ma vingtaine ou ma trentaine, mais c'est juste avec plus d'expérience. C'est, en fait, je ne fais pas une fixation sur l'âge. Je prends cette habitude-là de mes parents parce que quand on demande l'âge de mon père, il répond toujours « j'ai 18 ans avec X années d'expérience ». Donc, c'est pas quelque chose que je prends très au sérieux, quoi. Donc, tu le vis vraiment bien? Oh, je le vis très calme. J'ai jamais fait de... En fait, j'ai jamais cherché, d'abord à cacher mon âge ou à me dire « oh mon Dieu, je suis vieux » ou quelque chose que ça. Non. En fait, je ne sens même pas que j'ai 40 ans. C'est ça. Je sens pas que j'ai 40 ans.
La seule chose qui me rappelle mon âge, c'est parfois quand je me réveille, il y a des petites douleurs qui apparaissent à certains endroits. Mais sinon, ton corps a vieilli. voilà, mon corps vieillit, mais sinon, mentalement, non. Ça va. Ok. Et toi, Junior, tu as quel âge et comment est-ce que tu le vis? Quel âge est... Oh là là. Comme ça fait peur. Bon, je suis à 1 an de l'âge de la mort de Jésus. Junior a 32 ans. En 32 gros, il a 32 ans. On est nés la même année. À quoi 10 jours, 10 jours d'intervalle. Ouais. Donc, lui, il est né le 8 août. Moi, je suis née le 18 août. Donc, il a 32 ans. Quoi, je suis née à quelques jours de la mort de Jésus. Oui, parce qu'en fait, vous voyez, quand vous faites un peu vous êtes dans le milieu de la culture et du showbiz, on y a maintenant cette petite rumeur là. Oh, il est mort à 33 ans. Il est mort à 33 ans. Arafat est mort à 33 ans. Voilà. Oh, l'autre est mort. Ouais, donc on a maintenant un peu peur. Et moi, ça me fait peur. Ouais. Tu as réellement peur ou bien c'est pour rire? Non, sérieux. Sérieux. Non, en tout cas, ça ne va pas arriver, t'inquiète pas. Voilà quoi. On touche du bois. Voilà. C'est vraiment, vas-y. Autour, Dès que je dépasse ça, vas-y quoi. Là, c'est bon, je serais rassuré que, ok, c'est bon. En fait, c'était juste une coïncidence que les gars sont morts à 33 ans. Ok. Et toi, Darlene, tu le prends comment ton âge? Alors moi, je Tu le te vis sens très comment? bien. Moi, je le vis très bien. J'ai créé un podcast qui s'appelle Les Fiers Trentenaires. C'est pour vous dire à quel point je suis fière d'être trentenaire. Vraiment, j'ai attendu ma trentaine. Mais oh, que je l'ai attendu. Je l'ai vraiment attendu parce que j'étais persuadée que je serais libre, que j'aurais la vie que je voulais avoir, et etc. C'était utopique, mais je suis quand même très bien parce que je pense que je pense que je n'ai jamais été aussi belle, aussi bonne en tant que femme. Et voilà. Aussi libre, Mais aussi sûre de ce que je veux, de ce que je ne veux plus. c'est quand même aussi, moi, c'est avec un peu de retenue, cet âge. Parce qu'en fait, on était assez inconscient, insouciant lorsqu'on avait 15, 20 ans. Et puis, tu arrives à un âge où tu as l'impression qu'on veut te comprimer. Oui, tiens, maintenant, tel âge, Oui, tu vois. ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, j'aimais bien m'amuser sur les réseaux sociaux, genre faire des challenges, de danser, machin. Mais ça fait déjà quand même 1 an où, voilà, parce que tu te dis, on Les va te gens te regarder regardent, comment au voilà. travail, mais les gars, on veut s'amuser, Seigneur. Maintenant, Non, mais j'ai eu cette impression-là, je peux dire, la première année de ma trentaine, parce que de nature, je suis déjà quelqu'un qui aime beaucoup m'amuser, jovial, faire des dingueries, faire des folies. Et quand je regardais un peu la vision, l'image du trentenaire au Gabon, je me disais, c'est les tontons. tu as l'air étrange, Joanne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Parce que quand tu vois des trentenaires autour de toi, ils ont tous l'air d'être déjà Sérieux. extrêmement sérieux, qui ont perdu une certaine joie de vivre Chef parfois, d'entreprise, la cravate, qui ont perdu une certaine joie de vivre. Et toi, C'est tout ça qui fait que les mais gens toi, ont tous les peur matins, des tu te trentenaires. réveilles, tu es en t-shirt jean et tu vas quelque part. C'est comme, petite anecdote, parfois, je regarde des femmes dans d'autres pays où je vais souvent en balade. Et puis, tu as un peu peur. Parce qu'en fait, tu regardes la dame, mais elle est tellement belle, tellement propre, tellement charismatique. Et puis, on te dit, non, elle a tel âge. Tu te dis, au fond de toi, tu te dis, non, je peux pas draguer cette fille-là, c'est pas ma génération. Mais c'est ton âge, ton vas-y, âge. gars, drague. Mais il n'y a pas qu'à l'étranger. C'est ton hein. âge, mais Y a c'est pas pas qu'à vraiment ton l'étranger. âge. Ouais. C'est ton âge. En fait, vous êtes dans deux galaxies différentes Ouais. parce que toi, tu es toujours un peu Foufou. laissé aller, Lui, il est foufou, encore light. foufou. Elle est déjà Voilà. très... C'est Et déjà elle- ce qu'elle veut, et- en fait. Et elle a déjà en fait 10 ans sur toi. Regarde, est-ce que tu te rends compte que toi, tu as dit tu as dépassé les trentenaires. Tu es le grand frère de Coco Emilia, ça peut être ta femme. On n'est pas dans les mêmes galaxies. Elle a 35 ans, gars. Ouais, Elle c'est a pas 35 ans. Ah. Attends, je suis le grand frère de presque tous les membres de la Young Team. Donc, tu vois, à un moment, il y a aussi ça. Parce que quand tu étais plus jeune, tu regardais des gens, tu disais non, je veux aussi arriver à cet âge-là pour pouvoir avoir une femme comme ça. Et puis voilà. Effectivement, avant qu'on aille là-bas, moi, je voulais vous poser la question. 10 ou 20 ans en arrière, est-ce que vous vous imaginiez être les trentenaires que vous êtes aujourd'hui?
Presque, oui. La seule chose qui manque vraiment, seule chose qui manque à ma vision de ce que j'avais trentenaire, c'est tout simplement ma ferme avec mes animaux. Mais sinon, enfant, je l'ai. Le style de vie que je veux, sans pression, je l'ai. Mon chez-moi, je l'ai. Il manque juste ma ferme et mes animaux. Ok. Et toi, Junior, parce que tu dis que à une époque, tu regardais les gens sur les réseaux sociaux ou à la télé et tu te disais que à leur âge, tu voudras être comme eux. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'imaginais être il y a quelques années, en fait? Alors, déjà en termes de parcours professionnel, voilà, moi je me suis baladé. Hein. Déjà plus jeune au lycée, moi je voulais être gynécologue. Alors, c'était pas parce que j'aimais la science. Hein. C'était pour les mauvaises raisons. C'était juste pour les mauvaises raisons. Incroyable. Voilà. Et après un matin, j'ai voulu être douanier jusqu'à ce que je me rende compte en fait que c'était pas quelque chose qu'on allait apprendre à l'université pour dire je suis en faculté de douane. Hein. Il fallait passer un concours et donc très vite j'ai compris que c'est ok, vas-y laisse ça. Et après donc à partir de la seconde, j'ai focalisé mes études pour travailler dans une boîte bien précise, en brasserie. Et donc, ce qui fait qu'après l'obtention de mon bac, j'ai créé une entreprise qui fait des études de marché, qui était en fait l'entreprise principale qui faisait des études de marché pour les brasseries du pays. Et donc, après le bac, maintenant, c'est OK, je vais aller à l'école pour pouvoir avoir les diplômes dans ce sens-là. Mais non, j'ai très vite changé d'avis. Là, je suis en communication. Je suis plus en brasserie. Maintenant, après, comment est-ce que je voyais mes 30 ans moi, je ne me stressais pas à savoir comment est-ce que ça allait être sur le plan organisationnel. Hein. Est-ce que je devais avoir déjà 5 maisons? Est-ce que je devais avoir 10 gosses? Non, ça, ce n'était pas mon souci. Moi, mon souci, c'était juste, écoute, je veux grandir et puis je veux avoir tel travail où je gagne telle somme l'année et puis voilà. Malheureusement, jusqu'à présent, je ne gagne pas ce que je rêvais, mais j'ai de quoi acheter quand même un jus quand j'ai soif, acheter un bout de pain quand j'ai faim. Et une voiture. Et une voiture, j'allais dire. Et une voiture, de quoi acheter une voiture dire. et d'avoir des proformas de 7 millions pour un sous-bassement. Alors ça, vous savez, ça vient de... L'humilité, frère. Arrête, on te connaît. Non, mais ça... Pourquoi tu fais ça? Vous voyez maintenant, ça, c'est parce que ça vient de l'introduction de Darlene. Dans son introduction, il y a un passage que j'aime, c'est « Malheur à celui qui fera pas mieux que son père ». Et ça, vous voyez, cette phrase, elle est écrite à la partie dédicace de mon rapport de licence. Je dédie ce travail à mon père parce que comme il est écrit, malheur à celui qui fera pas mieux que son père. Ce sera sûrement un sujet qu'on va développer. Oui, on va développer tout à l'heure. Mais parce tu sais que les franchement, gens... malheur à celui qui fait pas mieux que son père. Parfois, quand tu regardes ton père, tu te dis je peux faire mieux que ça. Ah non, il faut juste choisir sur quelle langue tu vas être mieux que lui. Parce que si ton père a 7 gosses, par exemple, ou 13 gosses, par exemple, tu fais comment pour avoir 13 gosses, toi? Par exemple... tu cherches 4 femmes. En tout cas, sur un angle, j'ai fait mieux que mon père. La moyenne de ma soutenance, j'ai eu mieux que mon père. Avant qu'on aille... parce que c'est carrément même ça le cœur du sujet. Le fait qu'il faut que chacun de nous fasse plus ou moins mieux que son père. Et le fait que la société nous l'impose aujourd'hui. Et surtout que nos pères nous l'imposent aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de vous deux. Donc, quel a été votre parcours quel type d'enfant vous étiez, quel type d'adolescent, quel type de jeune adulte vous étiez. On va commencer par Joanne. Ok, quel type d'enfant? Au départ, j'étais d'abord un enfant très timide, à cause du bégaiement, très timide, j'aimais rester dans mon coin, mais je passais beaucoup de temps à lire, parce que l'une des traditions que j'avais avec ma mère, tout le temps, c'était de regarder Question pour un champion. Et ça me fascinait toujours la manière dont cette bonne dame avait les réponses à presque toutes les questions qui passaient. Et je lui demandais tout le temps, mais comment tu fais pour connaître toutes ces informations? Elle me disait seulement, c'est la lecture. C'est la lecture. Donc, elle m'avait acheté des encyclopédies que je lisais quand j'avais 7-8 ans.
je lisais juste des encyclopédies. Et ça a développé chez moi cet amour pour la découverte, la culture, la connaissance. Et comme j'ai grandi dans un milieu avec des grands-parents qui étaient aussi très pédagogues, surtout mon grand-père, quand je lui posais une question et qu'il n'avait pas la réponse, tout ce qu'il me disait seulement, c'est « partons chercher ensemble ». Et on partait à la bibliothèque et comme il voyait que j'étais très curieux, il m'avait offert un abonnement Sciences et Vie Junior à l'époque pour pouvoir lire. Donc, ça faisait que j'étais très curieux. Et puis, après, j'ai beaucoup été baladé dans ma vie à cause du travail de mes parents, à l'intérieur du Gabon, à l'extérieur du Gabon, et dans tes les parents écoles chefs. faisaient quoi sans forcément, si tu ne veux pas dire les noms, tu peux ne pas le faire. Mon père travaillait dans le pétrole. Ma mère, d'abord, était institutrice un petit moment. Après, elle a fait comme son mari. Elle est partie dans le pétrole. Donc, comme ça leur permettait de bouger ensemble. Oui. Et c'était surtout la fonction de mon père qui nous faisait bouger. Parce que comme il était dans la finance, il devait être un peu partout. Et donc, beaucoup bouger. Pour ceux qui connaissent l'école Shell de Yenzi, à Gamba, passé quelques années là-bas. Et en fait, toutes ces aventures de bouger constamment déjà dans le Gabon, faisant en sorte que tout petit, même étant adolescent, je m'adaptais très vite à une situation parce que je savais jamais quand est-ce que l'aventure va se terminer dans un endroit. Donc, il fallait toujours être prêt à partir. Et après, quand les aventures en dehors du Gabon ont commencé, au début de mon adolescence, quand on nous a maintenant envoyés un peu partout en Europe et en Afrique du Sud, c'est là où, je vais dire, ça a créé le Johan qu'on connaît maintenant. Là. Ce Johan qui fait chier. Voilà, qui est très énervant. Chier. Mais je le dis affectueusement. non, mais mes parents me le disent tout le temps que je fais chier. Donc, mais ce sont ces voyages-là qui ont créé ce Johan actuel-là, qui est toujours déjà très ouvert, parce que quand tu arrives quelque part dans un pays qui n'est pas le tien, des langues qui ne sont pas les tiennes, tu es obligé de t'ouvrir aux gens. Déjà, rien que pour te faire des amis et pour pouvoir t'adapter à l'endroit. Et ça crée aussi une très grande curiosité. Parce que tu veux savoir, mais pourquoi les gens, là, ils font ça? Pourquoi ils sont comme ça? Et honnêtement, voyager m'a rendu moins bête. Et je n'aime pas me sentir bête. J'ai horreur de me sentir bête. Donc, les périodes de voyage jusqu'à ce que je rentre au Gabon pour de bon, toutes ces périodes-là ont fait ce Johan qui est là, ce néo-quarantenaire qui aime boire sa régab. Ouais, lui, c'est vraiment... meilleure bière du monde, je cherche pas à discuter. C'est l'ambassadeur de la régab. Si Sobraga cherche un ambassadeur... moi, j'ai pas voulu faire de pub. Une égérie, normalement, non, tu peux dire les ça fait des années que je demande à ce que Sobraga si Sobraga cherche une égérie, un ambassadeur, mon ami est là, en fait. Toutes mes connaissances, toutes les personnes qui viennent me rendre visite au Gabon, partout, on va boire la régab, on ne cherche pas à faire autre chose, on boit la régab, voilà, parce que c'est la meilleure bière au monde. D'accord, en tout cas, merci Johan pour ce gros récap de la personne que tu es. À ton tour, Junior. Je pense en fait c'est la partie où, chers auditeurs, vous sortez des mouchoirs, parce que on va un peu aller à l'opposé de celui qui avait la vie de Johan était très chill, hein. Une vie d'enfant de riche. Ça c'est la partie où vous devez sortir les mouchoirs, on se met une petite musique. On revient chez les Ngembe. Voilà, on se met une petite musique. Non, mais attends, qui termine d'abord parce que j'ai une petite anecdote là, qui me fait rire à chaque fois. Mais... Vas-y, Junior. Voilà. Donc, à ce moment, on se met une petette musique, petite ambiance. Musique, hein. Non, c'est ça. Ça passe dans mon oreille, t'inquiète. Alors, la vie de Junior Lebeau. Cette vie qu'il a connue, qu'il a découvert à partir d'un 8 août 1993.
Et donc, ce Junior Lobo-là, c'était le fils unique de sa mère. Mais de l'autre côté, son père avait plusieurs enfants et chaque enfant vivait avec sa mère comme Junior Lobo vivait avec sa mère. Alors, c'était pas Junior Lobo qui avait chaque Noël le cadeau qu'il voulait. C'était Junior Lobo qui fait un primaire à l'école communale de Bitam, qui arrive à Libreville, qui se retrouve à LDD en 6e, 5e avec sa mère, qui fait quasiment de la 6e jusqu'en 3e avec sa mère, en fils unique. Qui voudrait dire que ta mère savait à quelle heure tu devais sortir des cours. Si tu n'étais pas là à cette heure-là, c'était une bastonnade. Mon Dieu. C'était, tu ne peux pas dormir le soir si tu n'as pas récité les leçons de demain matin à la virgule près. Si tu n'as pas fait ça, tu ne manges pas. Et donc, ma mère m'a enseigné une chose. Un enfant qui n'a pas encore dormi avec la famine ne peut pas savoir que la salive est une nourriture. C'est pour vous dire combien de fois ma vie n'a pas été facile. Je n'ai pas été de ceux-là qu'on pouvait punir en disant « Écoute, va dans le coin ». Non, moi, c'était du sérieux. Tu ne manges pas ma nourriture, c'est ma maison. Si tu ne veux pas, tu pars chez ton père. Mais le père, il était où? Il était en tournée, soit au Gabon, soit à l'étranger. Chaque enfant vivait avec sa mère, donc chaque enfant devait subir la formation de sa mère. Ce qui fait que moi, ma jeunesse, c'était un peu comme dans un centre correctionnel. Et aujourd'hui, je dis merci. Oui, je dis merci à ma maman pour cela. Service. Parce que je fais partie de ces fiers trentenaires qui, aujourd'hui, vous les voyez dans des milieux, vous avez l'impression que ils ont eu tout depuis l'enfance, ils sont nés avec une cuillère en or. Vous les voyez aujourd'hui dehors dans certains milieux, vous vous dites non, celui-là, forcément, il a un tatouage, celui-là, il a un piercing. Non. Je n'ai pas été influencé par les gens parce que lorsque j'arrivais chez moi, c'était la correction. Petite anecdote, ma mère décide en 3e, de me donner de l'argent en estimant que tu es déjà un peu grand. Voici ton argent, tu vas faire tes fournitures pour l'année scolaire. Et là, j'apprends où? Au collège Bessieux. Avec les enfants de personnes, de personnalités du pays. On était en 4e et puis quelqu'un te dit « J'ai croisé ton père en boîte de nuit hier. Moi, je ne connais même pas la route de la boîte de nuit. » Ta mère t'a donné de l'argent pour faire tes fournitures. Tu vas aller acheter la Vans carrelée comme l'enfant du docteur. Et puis là, j'avais... L'anecdote, c'est que on avait un petit truc qui régnait à cette époque, c'était la mode tête de mort. Donc, j'avais acheté un sac tête de mort, une montre tête de mort, une ceinture tête de mort. En fait, des effets aux effigies tête de mort. Ma mère rentre. Femme chrétienne, église éveillée. Tu vas où avec les têtes de mort? Elle a dit, écoute, c'est moi qui t'ai donné de l'argent pour acheter ça. Je déchire ça. Elle a déchiré tout. Elle a dit, tu vas aller avec les affaires de l'année passée. Tu ne veux pas, tu sors de chez moi. Mais est-ce qu'il y a eu la Bastille? Il y a eu la Bastille. Évidemment. Alors, il faudrait savoir que Junior Lobo n'a pas été chicoté à la façon... En fait, si je vous dis comment j'ai été bastonné plus jeune, ma mère peut se retrouver à la CPI aujourd'hui. Parce que moi, je vous dis, le piment, je connais. On m'a frappé avec le piment. Oh, donc, quand t'as bastonné, comment on bastonne les gens à gros bouquet? Je ne suis jamais rentré au gros bouquet pour dire que c'est comme ça que ça se passe. Mais façon de vous dire que moi, j'ai pas eu droit. En fait, j'ai compris. La seule chose que ma mère avait comme richesse, c'était l'éducation, c'était moi. Et donc, j'avais pas... Moi, on me changeait des écoles juste dès qu'on sentait que l'entourage n'était plus bon. Hein. Oui. Alors, j'ai fait la 6e et la 5e à LDD. Et ma mère déménage parce qu'elle se dit, si je te laisse LDD, que j'habite maintenant à la campagne, entre LDD et la campagne, ce qui peut se passer là, regarde mon petit, tu es mon seul enfant, regarde, on change d'école. Il y a les cascadeurs, parce qu'à cette époque, ça régnait. Tu peux te retrouver sur la toiture. Mieux, on part, on te laisse à Bessieux. Donc, il y avait... le temps de changer d'établissement, après le déménagement, il y avait un taxi qui venait me chercher devant l'école. Et si je fais l'erreur de ne pas monter dans ce taxi-là, quand j'arrivais, c'était la Bastille.
Donc, c'est comme ça que moi, j'ai été élevé, dans la rigueur. Et je pense même que cette rigueur a beaucoup fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et parce que cette rigueur aussi, ça a été un avantage comme un inconvénient. Parce que dans la société, vous devez d'être un individu sociable, un individu qui doit avoir des émotions comme le commun des mortels. Mais si vous avez été... Vous vous rendez compte, je vais vous raconter une autre anecdote, c'est que je ne connais pas l'intérieur du camp de Gaulle, alors que chaque enfant allait au camp de Gaulle le 1er mai. Moi, je ne suis jamais allé. Ma mère ne voulait pas que je parte là-bas. Si tu pars là-bas, il paraît que... reste là. Moi, je n'allais pas en vacances chez des gens. Hein. J'allais pas en vacances chez des gens. Et tu vois, je te coupe un peu, Junior. Tu vois, j'ai dit que il était très difficile à cerner. Hein. C'était quelqu'un qui te disait en classe que non, tu ne t'approches pas de moi, tu ne me parles pas, en fait. Mais quand il raconte tout ça, et ça me refait des flashs que sa maman l'attendait, sa maman lui reprochait d'être arrivée avec 5 minutes de retard, sa maman venait le prendre à l'école, mais dès qu'elle arrivait, on savait que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi tu n'as pas essayé de rejoindre l'armée ? Tu avais déjà la formation à la maison. Ah oui, c'est pas faux. Tu aurais fait un bon militaire. Maintenant, alors, il faudrait, au-delà de ça, c'est que il faut comprendre que vous grandissez dans un milieu où il y a de la rigueur, mais après, en même temps, il y a des choses qu'on vous met dans la tête. Oui. Fallait pas rejoindre l'armée parce que le grand frère de ma mère, lui, il était par exemple banquier. Et donc, étant donné que j'étais le fils unique de sa petite sœur, il fallait que je fasse vraiment des études. Faudrait pas... Genre, faire mieux que son père. Voilà. Ouais. Par exemple, moi, si je disais à l'époque que je voulais faire du théâtre, moi, mon oncle, il allait venir me dire dans les oreilles, écoute, tu peux pas faire du théâtre, c'est chaud, des rigolos. Et je veux envie de vous dire que il y a un mot qui a fait en sorte que je me surpasse à chaque instant lorsque je voulais me divertir. C'était « tu vas finir pitre ». Pour moi, c'était la plus grosse insulte que je pouvais écouter. En fait, je ne savais pas ce que ça signifiait. Pas ce que ça veut dire, mais tu ne peux pas. C'est ce que mon oncle me disait à chaque fois. Tu passes ton temps à faire le pitre, tu es là, tu ne veux pas jouer le rigolo, tu penses que les gens la gagnent quoi. Et donc, à chaque fois, c'était ça dans ma tête. Non, ça, c'est les choses des pitres. Mais... Donc, tu ne peux même pas t'amuser. Non, mais c'est pas pour t'interrompre, hein, mais quand tu as parlé du théâtre, ça me rappelle que j'ai l'une de mes petites sœurs qui est partie à l'université pour étudier le théâtre. Et c'est une question que certains de mes oncles posaient à mes parents pour dire que mais est-ce qu'elle pourra vivre de ce qu'elle est en train de faire ? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui... Est-ce que ça valait la peine de payer pour des études comme ça ? Et la différence, c'est que, bon, comment dire, parce qu'on peut voir que ce sont des jeunesses qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Mes parents diraient toujours que le plus important pour eux, c'est que leurs enfants soient heureux dans ce qu'ils font. Mais non, et tu vois, toi, tes parents sont très ouverts parce qu'ils ont énormément voyagé, ils ont vu plein de choses et tout. Mais nous, nos parents qui sont restés, qui sont nés limite à Boulingui-Binza, ils ont évolué jusqu'à Libreville et puis se sont limités à Libreville là. Pour eux, faire du théâtre, c'est que tu as échoué ta vie. Et même entrer à l'armée à l'époque, à une époque, c'était quoi ? L'armée, c'était pour les gens qui ne voulaient pas étudier. Oui. Tu vois un peu. Et regarde un peu, le contraire de mon père, c'est que mon père ne m'a jamais frappé. Non, je rentre pas sur le détail de qui il est. Mon père, il ne m'a jamais frappé. Il suffisait qu'il me parle pour que je m'inquiète de me dire si celui-là me frappe. Oui. Je pense que ça peut... C'est juste, il me parlait, et il me parlait très posément, contrairement à ma mère. Mais il me parlait en adulte, en me disant clairement, écoute, tu arrêtes tes conneries là. Okay. Et moi, par exemple, ce qui faisait que, pour me consoler, ma mère m'a menti. Parce qu'on me frappait quand je faisais des bêtises, et on me mentait, écoute, si tu travailles bien à l'école, tu vas avoir le vélo. Moi, on m'a menti sur le vélo du CP1 jusqu'en seconde. Chers auditeurs, est-ce que vous vous rendez compte que je n'ai pas repris une classe du CP1 jusqu'en seconde parce qu'en fait, ma mère me disait chaque année, si tu travailles bien, tu auras le vélo. Quand la fin de l'année arrive, je passe, je n'ai pas le vélo, non, l'année prochaine. Mais après, vous voyez, aujourd'hui, je comprends. C'est que moi, ma mère, elle n'avait pas d'argent. Ma mère, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est la partie où vous sortez les mouchoirs.
Moi, ma mère, elle a fait cabine téléphonique. C'est-à-dire, elle avait la cabine téléphonique à la maison. Après, et pourtant, elle a fait des études. Après, je pense qu'elle a fait une formation. Aujourd'hui, elle est assistante sociale. Donc, elle a commencé par cabine téléphonique. C'est ce qui payait mes études. Après cabine téléphonique, elle a fait ses études d'assistante sociale. Et coup, elle allait à l'hôpital de Nkembo, assistante sociale. Ce qui faisait même, autre anecdote, j'ai une cicatrice sur mon corps. Parce qu'en fait, j'ai bu du lait à la cafette. Pourquoi? Parce que ma mère est allée faire assistante sociale à l'hôpital de Nkembo. Et donc, elle apprend que la tuberculose, voici comment ça se passe. Okay. Et donc là, je dois faire un voyage sur Port-Gentil. Je vais dire au revoir au gars du quartier. Je trouve un frangin assis à la cafette qui est en train de boire du lait caillé. Je dis, donne-moi un peu. Le gars, il me donne, il va vider la poubelle, il revient, il dit, j'ai encore bu. Il va me trahir chez ma mère. Ma mère me frappe. Elle prend la talon. Ma mère, c'est quelqu'un, elle parle pas beaucoup. Et puis, voilà, vite fait, elle est handicapée. J'ai compris qu'en fait, c'est des gens, leur handicap peut aussi être un frein pour eux parce qu'ils se disent que tu penses en fait que parce que je suis handicapé, je ne peux pas t'atteindre. Vas-y, elle prend la talon, elle m'a mis ça à la tête. Et là, en fait, pourquoi elle me frappe? Parce que j'ai bu du lait à la cafette. Parce qu'elle reprend maintenant le chemin. Elle me dit, écoute, le lait qu'il boit là, comment en fait il va vider les poubelles de la cafette? La cafette donne les restes. Tu ne connais pas qui a bu ce lait-là. Et donc, la tuberculose, tu vas avoir ça comme ça. Est-ce que c'est le lait qui te manque à la maison? Donc, vous voyez, moi, on me tapait juste parce que je pouvais boire du lait dehors, alors qu'il ne me manquait pas. Donc, vous voyez que c'est un peu dans ça. En tout cas, ton histoire est très, très, très dure. Et heureusement, enfin, peut-être qu'on ne devrait pas arriver jusque-là pour faire de toi l'homme que tu es. Mais en tout cas, ça t'a donné la rigueur que tu as dans le travail, la discipline que tu as de manière générale. J'avais pas le choix. Voilà. Et enfin, bref, maintenant, j'ai du mal à lâcher les mouchoirs. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit, comme je disais au début aussi, le thème de notre échange, c'est « Je ne suis ni l'ombre ni le reflet de mon père ». J'ai choisi de vous mettre ensemble parce que je sais de vous deux que vous êtes les enfants d'hommes importants. Et quand même Junior nous dit qu'il n'a pas grandi avec son père, lui c'est carrément quelqu'un qui, en plus de sa vie professionnelle, dans laquelle il exerce pour avoir étudié ce qu'il a fait, il a des activités connexes qui font qu'il se retrouve dans le même domaine que son père. Et ce qui fait que généralement, il y aura une certaine comparaison entre lui et son père. Donc, je n'ai pensé à personne d'autre que vous pour aborder le thème à cause de la notoriété de vos pères et de l'impact que cette notoriété a au quotidien dans votre vie aujourd'hui. Donc, je souhaiterais, si possible, que chacun de vous nous parle un peu de qui est son père, de ce qu'il fait dans la vie. Ok. On va commencer d'abord par toi. Oui. Il faut qu'on commence par toi, tu vois. Ok, d'accord. Non, il n'y a pas de souci. Ça apprend à changer. Après, toi, quand tu commences à nous faire pleurer, là... Toi, c'est pour la version des gars de la Sablière, tu vois, non? Les gars de la Sablière, non. Toi, c'est pour la version des gars de la Sablière. Et puis, moi, je reviens au quartier. Non. Voilà, Le vas-y, pire, c'est commence. qu'il habite à la pairie, frère. Ah, J'habite à la pairie, donc... peut-être c'était un voisin de mon père. Très, Sûrement. très sûrement. C'est une grande chose. Alors, dis-nous tout. C'est qui papa Johan? Le papa de Johan, il s'appelle Christian. C'est... Christian Dior. Non, c'est pas Si seulement, lui. Christian Ngoua. C'est en fait, c'est un financier très brillant. Je pense dans son domaine, tout le monde le connaît. Quand il s'agit de pétrole et de finances en pétrole, on le connaît. Il a fait ses classes à Shell, où il était analyste financier, Shell Gabon. Après, il est parti. Shell lui a donné une promotion. Il est parti en Europe. On est parti en Europe où il était SOPAF leader, quelque chose comme ça, truc. En français, s'il te plaît. On Laisse. n'est pas En tous tout cas, anglophones. ce qui est sûr, c'est que il commandait les gens. Après, à une époque, sous Omar Bongo, il y a un ministre des Finances qui était arrivé avant, Yacine Ndoumba, et qui avait fait venir beaucoup de personnes du privé avec lui, qui avait créé sa bande qu'on appelait les Ndoumba Boys.
Ok. Et Il y a beaucoup les boys au Il y a beaucoup de Gabon. boys. Hein, les Black Ndumba Boys Young en Boys. 1998-1999. Et à l'époque, il avait été nommé comme le plus jeune directeur général adjoint du budget de l'histoire du pays. Il avait à peine 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça. Donc l'âge junior. Et donc, Son âge, il était directeur. Donc, il a occupé ce poste pendant Même quelques prière. années. Quelques années après, il est retourné dans son privé, Shell qu'il aimait, jusqu'à ce qu'on parte en Afrique du Sud. Il était chef analyste financier SOPAF dans la zone Afrique. Et de par ce travail et de presque 30 ans de sa vie qu'il a donné à Shell au niveau du pétrole au Gabon et en Afrique en général, il est assez connu. Quand on parle de tout ce qui est modélisation financière, analyse financière dans ce domaine, d'abord même l'un de ses poulains qu'il avait dans son team SOPAF, c'est le monsieur là, avec ses chaussettes rouges, là, Stan Zézé. Stanislas Zézé. Okay. C'était l'une des personnes qui était dans sa team qu'il manageait à l'époque, SOPAF. Et donc oui, c'est... comment dire, c'est juste Christian Goua. Il est juste très, très... En tout cas, sa carrière parle pour lui. Sa carrière parle pour lui. Il a, en dehors de Shell, il a aussi monté son propre cabinet quand il a décidé de quitter la boîte. Depuis 2011. Et il travaille beaucoup dans des projets avec l'État, tout ce qui est hydrocarbures. Hydrocarbures, levée de fonds et autres. Ok. On est ravis de faire la connaissance de ton papa, Johan. Junior, c'est ton tour. Bien. Fais vite. La team du Ngembe, c'est nous. Alors moi, je suis le fils d'un Gabonais. Pas n'importe lequel, quand même. Oui, un Gabonais né un 8 mars, journée de la femme, 1970. Presque le même jour d'anniversaire que moi, un 9 mars. Voilà. Qui est né à Mouila. Et pourtant, il est de père et de mère fan de Bitam et de Makokou. Et qui, à la base, en matière qui fait ses études de lycée technique, qui était d'abord un photographe. Photographe qui commence sa carrière de photographe en 1993. Et je me dis, est-ce que la carrière de mon père ne commence pas l'année où je vis au monde? Voilà. Après, photographe qui fait ses études, qui se retrouve sur les planches à faire du théâtre, des sketchs, des one-man shows plus précisément. Et avec le temps, passe aussi devant la caméra. Jusqu'à faire en sorte que son nom ne puisse plus sonner comme celui Incognito. C'est qui? Il faut encore expliquer que non, c'est le gars qui a fait ça. Et aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, quand tu te balades et tu dis, vous connaissez Serge Abessolo? On connaît le gars qui passe à la télé, là. Ouais. L'un des Gabonais le plus sexy de la capitale. Écoutez, donc, c'est ça. On a la chance. Chance, je sais pas. Je suis le fils de cet homme qui est sympa aux yeux de tout le monde. Qui est sympa, mais on était en boîte avec ton père, il a farouté, tout ça. Mais avec moi, c'est la rigueur. Ouais, comme tous les pères de toute façon. Donc, ce qui fait que je discutais encore récemment avec quelqu'un sur une publication où je disais que mais comment vous faites pour parler avec vos parents? Moi, mon père et moi, on se parle par mail. Vous imaginez le côté professionnel? Oui. On a des relations plus professionnelles que familiales. Et le fait d'être son fils, à un moment donné, les gens se disent c'est parce que vous êtes le fils de Serge Abessolo que vous avez accès à ce milieu ou bien que vous avez eu ceci ou cela. Désolé, moi, je ne suis pas un Nepo boy, un Nepo baby. Donc, ce n'est pas à cause d'un parent que je suis ce que je suis.
Mais par contre, on a une certaine pression tous les matins, comme on disait tout à l'heure, de se dire malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Ouais. Et maintenant, là, il faut choisir dans quoi est-ce que vous allez être mieux que son père. Parce que moi, j'ai carrément... j'ai presque essayé de faire tout ce que mon père a fait dans son cursus, quoi. J'ai fait mes études, je voulais aller au lycée technique. Ma mère a dit non. Elle savait déjà que malgré que j'étais son fils unique, très comprimé, mais j'étais très turbulent aussi, parce que c'est ça. Et le lycée technique avait la réputation. Et donc, de, elle dit si effectivement. déjà comme ça, voilà, il faut encore t'envoyer au lycée technique, non. Donc, j'ai fait du théâtre, carrément, depuis le CM1, des pièces de théâtre. Parce qu'en même temps, il fallait, à l'intérieur de moi, il fallait avoir cette carrière-là. J'ai fait du théâtre, j'ai fait des films, j'ai écrit des films, j'ai filmé des films, j'ai monté des films moi-même. Martin Scorsese, tu m'as Donc, Vraiment du j'ai été Madoka. acteur. J'ai été acteur dans Ouais. des films, dans Mami Wata, dans Eki. Mon ami est une star. Donc, c'est un peu ça. Mon père a fait de la Il y a beaucoup de photographie. stars dans la pièce. Mon père a fait de la photographie. Je fais de la photographie. Ouais. Mon père a fait du journalisme. Je fais des études de communication. Donc, indirectement, c'est vas-y, je veux arriver. Faudrait que j'essaye d'avoir ce parcours-là. Maintenant, après, c'est un peu ça. Et du coup, moi, j'ai une question. Tu ne le vois pas pour- comme ton fil directeur. C'est ce que j'allais demander, en fait. Peut-être, mais peut-être oui, peut-être pas. Et est-ce que, du coup, c'était pas parce que tu nous as dit que tu n'as pas vécu avec ton père, est-ce que c'était pas pour te rapprocher un peu de la personne qu'il était que tu faisais les choses comme lui? Alors, Hormis le fait de Ouais. t'en inspirer, genre, parce que tu te dis, c'est mon père, s'il fait ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il n'y avait pas le fait que, peut-être que si je fais ça, il va me regarder et savoir que je suis quelque part, en fait? non. Parce que, étant le fils de Serge Abbé Solo, qui vivait avec sa mère, il faudrait que les gens sachent que moi, ma mère m'interdisait de dire qui était mon père. Moi, on m'a interdit de dire qui sont... En fait, j'ai des noms de famille en fait, que ma mère m'interdisait de prononcer en public. Pour une simple raison, elle, en tant que femme vertueuse, sage, elle se disait, ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Tu ne sais pas s'il a fait du bien ou du mal à quelqu'un. Donc, écoute, tu n'es pas obligé de dire que tu es le fils de tel. Autre chose, c'est... les gens s'attendent à ce que tu sois, comme tu es le fils de Serge Abbé Solo, tu dois avoir, Un je certain sais nombre pas, de choses, un peu, un standing. tu dois vivre dans un standing. Voilà. Donc, du coup, quand les autres te disent qu'ils ont le dernier téléphone, toi, Tu ne peux pas être tu le ne fils de peux... Serge Abbé Solo et vivre à la campagne. Ouais. Et j'ai vécu à la campagne. Au primaire, pauvre primaire, en quatrième à Bessieux, les gens avaient le téléphone Coca-Cola qu'on retournait là. Voilà. Nos camarades avaient déjà des vrais téléphones. Moi, je partageais un C113 avec ma mère. Vous voyez, c'était en fait un de ses téléphones. Donc, quand elle a un peu élevé le niveau, elle a laissé le C113 pour passer à un autre téléphone. Donc, elle laissait à la maison jusqu'à ce qu'elle m'a dit, tu peux déjà l'utiliser. Et le jour où je faisais une connerie, elle disait, rends-moi mon téléphone. Donc, je changeais de numéro dans l'année peut-être 10 fois. Parce que... Et donc, ce qui fait que... est-ce que c'est pour cela que je voulais être comme mon père? Non, je ne pouvais pas... Moi, c'était pas ça. C'était juste, en fait... c'est des choses qui ont... Avec le temps, c'est des choses qui m'ont plu quand même. De se dire... Je veux, par exemple, être connu. Mais comment est-ce que je peux me faire connaître? Et là, je choisis ceux qui semblent être pour moi la chose la plus correcte, la plus... Je me dis, si je veux me faire connaître, vas-y, tant qu'à sortir dans un film, tu vois que là, ça va être vu par tout le monde, tu vois. Et maintenant, après, il y a une chose que moi, j'ai toujours aimé, c'est que dans tout ce que je veux faire, ayant vécu dans un camp militaire, il y a la rigueur, il y a la discipline. Donc, je me dis, je ne vais pas me lever un matin pour être acteur si je n'ai pas fait les bases. Il faut d'abord faire du théâtre. Et donc, au primaire, je fais du théâtre. Au lycée, je fais du théâtre. Quand j'arrive... alors, par contre, j'ai même fait de la chorale à Bessieux. Moi, j'ai chanté à la chorale. Donc, ça, c'était pas à cause de mon père.
Donc, quand j'arrive après à Mouila, je fais aussi l'art dramatique comme matière facultative. Donc, j'ai fait de la couture, c'était pas à cause de mon père. Moi, je savais pas dessiner, Oui, c'est vrai donc que lui, moi, je faisais la couture. Voilà. Donc, Oh, mon mais Dieu. Beaucoup de indirectement, talent. oui, indirectement, peut-être que je veux pas l'avouer, mais peut-être que quelque part, voilà, on a Oui. tous, on s'inspire de nos parents. Et du coup, vous nous avez plus ou moins dit qui sont vos pères. Mhm. Et Junior, lui, il a carrément même un aspect supplémentaire, c'est que tu as un grand-père célèbre. Ou un oncle. Alors ça, c'est de qui ça? Ton second nom. Ah oui, mon second nom des Bapounou, là. Ouais. Voilà. Donc, il a vraiment la pression il y a 2 personnes dont il porte le nom qui sont célèbres. Moi, j'aimerais savoir si, à votre avis, votre nom de famille est une bénédiction ou plutôt un fardeau. Est-ce que, à toi, Junior, ça t'a ouvert les portes plus que ça ne te les a fermées? Ou est-ce que ça a créé, de ton côté, à toi, Joanne, des pressions supplémentaires quand on sait qu'on a un papa qui est financier, qui a exercé pendant plusieurs années dans la gestion financière des hydrocarbures, quand on connaît l'importance que les hydrocarbures ont au Gabon, il a géré tout ce qui est des financements ou des finances de cette partie-là, et qui ensuite a créé son cabinet financier. Quand toi derrière, parce que vous l'avez pas dit à l'entame, toi tu es enseignant d'anglais. Enseignant, ouais. On a envie de dire simple enseignant d'anglais. Simple enseignant. Et puis Junior, Non, mais lui, c'est il est communicant. C'est une Quand phrase son qu'on père- m'a déjà dit plusieurs fois. Voilà. Hein. Quand C'est seulement enseignant. Junior, lui, son père est l'un des acteurs grâce à qui on sait qui est le Gabon à l'étranger, en fait. Et du coup, moi, j'aimerais savoir si vos noms de famille aujourd'hui sont plus des fardeaux ou plus des bénédictions. Est-ce qu'ils vous ont plus souvent ouvert des portes ou plus souvent fermé ces mêmes portes-là? Ça m'a fait rater un voyage en Chine. Bon. Déjà, pour commencer, Mhm. je pense... Non, attends, on va commencer par Junior cette Ouais. fois-ci. On va commencer par la vie d'une Gembeman. Moi, ça m'a fait rater un voyage en Chine. Alors, à l'état civil, hein, c'est quand même Junior Lobo à l'état civil, c'est Mapessi à Bessolo. Et donc, paix à son âme, mon oncle riche à l'époque de la famille Mapessi, qui était Émile Kassa Mapessi, qui a occupé quand même de fonctions de gouverneur du FMI, ministre, ambassadeur du Gabon. Et donc, là, encore à ce niveau, j'ai pas de problème. Je salue un peu ma petite sœur Popolov Cooking. Il a dans sa famille des gens influents. Hein. Oui. Ouais, mais c'est des Mapessi. Deux fois, on m'a confondu à un journaliste à Gabon Télévision. Est-ce que vous êtes parenté? Non, on n'est pas parenté. Il y avait un directeur général de je pense, la Société nationale immobilière, M. Mapessi. Non, j'ai demandé à mes parents, est-ce que c'est notre parent? Oh non, j'ai dit, je voulais aller voir l'oncle pour dire que j'ai besoin d'une maison quelque part. Non, alors à ce niveau, non, j'ai pas eu de... Avec ce nom, j'ai pas eu de problème. Maintenant, ce qui est de mon nom, Abbé Solo, de mon père, il faut dire que quelque part, ça peut ouvrir des portes comme ça peut aussi enfermer. Moi, l'expérience que je retiens qui m'a beaucoup fait mal d'être le fils de mon père, c'est que j'ai raté un voyage en Chine à cause du fait que c'était mon père. Tout simplement parce que j'avais participé à un concours où vous ne savez pas qui sont les membres du jury. Et vous êtes sélectionné. On vous dit c'est vous qui avez eu le meilleur film. Vous allez aller le présenter à l'étranger. Et au moment où on vous dit apporter votre pièce d'identité pour qu'on fasse les éléments, j'ai eu, la malchance d'apporter ma carte nationale d'identité. Parce que je me dis peut-être que si j'avais apporté mon passeport... Le passeport, oui, il n'y a pas le nom du père. Il n'y a pas le nom du père. Ouais. Et donc, à ce moment, on me rappelle pour me dire non, il y a un problème. En fait, ton père était le président du jury. Oh. Et donc, ça peut être vu comme... Oui, ça peut être vu comme un arrangement. Alors, ce qu'il faudra rappeler, ce que je me suis tué à dire à ces personnes-là, c'est que
mon père et moi, mon père n'est pas au courant de tous mes projets culturels. Je ne n'évolue pas en disant à mon père comment est-ce que je peux faire ça. Non. Que ce soit professionnel même. Hein. Petite histoire, quand j'ai commencé le travail, ou du moins c'est un stage, j'ai fait peut-être 4 ans, 4 mois en train de faire le stage. C'est le 5e mois que j'ai dit à mon père que je suis en stage quelque part. Donc, j'associe pas, je dis pas à mon père, j'ai envie de faire ça. Malgré le fait que vous vivez ensemble. Malgré le fait que nous vivons dans la même barrière. Oui, dans la même barrière. Chacun sa maison. Cour familiale. Voilà. Et donc, à ce niveau, et là même encore, la dame qui a fait la sélection, Madame Samantha Bifo, la réalisatrice de... Oui, je la connais. C'est Samantha. Mais vous connaissez les stars, Samantha, mes amis. Samantha Bifo. Il y a ça, on était ensemble au lycée français de Johannesburg. Voilà. Alors, cette histoire, tu pourras... Samantha et sa petite sœur Olivia. Voilà. Vous connaissez les stars. Olivia qui a eu le rôle principal de Mamie Wata. Alors, cette histoire, par exemple, tu pourras la demander à Samantha. Elle te dira qu'en fait, moi, quand on fait le concours, mon père est en déplacement. Je tourne le film dans la cour où que je partage avec mon père. Vu qu'il n'est pas là, il ne sait pas que je tourne un film. Je dépose le film, je ne lui dis pas que je m'inscris à tel concours, vu qu'on ne sait même pas qui étaient les membres du jury. Lui étant à l'étranger, il dit à Samantha, écoute, je ne peux pas regarder tous les films. Regarde les films et choisis qui est vainqueur. J'avais jamais croisé Samantha Bifo. Elle décide, après avoir visionné tous les films, que le film qui répondait à tous les critères qui étaient meilleurs, c'était mon film. Et donc, elle-même, elle est étonnée qu'en fait, elle a choisi le film du fils du président sans savoir, parce que nous, on ne savait pas qui étaient les membres du jury. C'était pas écrit quelque part, en tout cas. Et donc, vous voyez, c'est Samantha qui m'a choisi. Mais on m'a dit que je ne pouvais pas. Et donc là, à ce moment, j'étais un peu frustré de me dire quoi. Donc, parce que je suis le fils de Serge Abessolo, je ne peux pas faire un film de qualité. Parce que je suis le fils de Serge Abessolo, je n'ai pas le droit de gagner à un concours. Où il est, en fait. Où il est. C'est simple. Le revers de la médaille. Donc, maintenant, et même encore, l'autre côté, c'est... Ça peut vous ouvrir des portes et parfois, on attribue votre succès à votre père. Exactement. Le fait que, pour tout te dire, le fait que des anciens camarades de classe t'aient vu dans Eki, etc., sachant que toi et moi, on se fréquente encore, les gens sont venus me dire que lui, là, il est dans la série, là, seulement parce que son père est dans le domaine. Pour la petite histoire, j'ai fait 2 castings d'équipe. J'ai fait plusieurs castings. Hein. On m'a refusé des castings. J'ai fait le casting de la première saison d'Eki, on ne m'a pas retenu. Et comme dit souvent mon père, on ne vous retient pas dans un film parce que vous n'êtes pas bon. Parfois, on ne vous retient pas parce que quand on écrit le film, on dit l'acteur principal doit être de telle corpulence, telle taille et tout ça là. Donc, là, par exemple, c'est le cas où on vous refuse parce que vous êtes le fils de Serge Abessolo. Parfois, on vous attribue des réussites parce que vous êtes le fils de Serge Abessolo. J'ai eu la chance de travailler dans le comité Miss Gabon en 2015, pas à cause de mon père. Mon père étant secrétaire général de Miss Gabon, je lui dis, mais écoute, moi je veux travailler à Miss Gabon. Il me dit, c'est pas ma société, je ne suis que le secrétaire général. Si tu veux travailler à Miss Gabon, tu fais un courrier, tu dis de quoi tu es capable, et puis voilà, la directrice du comité va décider s'il faut te prendre ou pas. Et là, je vais assister aux présélections de Miss Gabon. Ce que je faisais à cette époque, c'est que je filmais tout, je postais à l'instant sur mon compte à moi. Et puis un jour, on est assis au restaurant, et je taguais toujours le comité Miss Gabon. Et un jour, on est assis au restaurant, mon père reçoit un message de Madame Malika Bongo, qui était la présidente du comité Miss Gabon, et elle lui dit, alors monsieur Abessolo, il y a un petit jeune là qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, apparemment il poste même plus que nous par rapport aux éléments de Miss Gabon. Je pense il faut essayer de rentrer en contact avec lui pour qu'on puisse travailler avec lui, et puis voilà. Et c'est pas que c'est mon père. Et on est là au restaurant, il dit, ah tiens, mais je viens de recevoir un message là te concernant. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand je vais à Miss Gabon, Malika Bongo me dit, vous avez 3 mois d'essai et puis on va voir. Et donc, au bout de 3 mois, je envoie un message à mon père pour dire que, mais à quel niveau là-bas? Appelle-moi un peu le dossier, non, tu as une idée. Finalement, j'ai déjà fait les 3 mois d'essai, je suis retenu ou pas? Il me dit, tu m'écris un SMS pour ça, tu me fais un mail.
à cet instant, je commence à écrire des mails à mon père. Donc, vous voyez que c'est pas toujours parce que vous êtes le fils de Serge Abbé Solo. Et ça nous met encore une autre pression. Parce que vous vous dites, vous êtes obligé de travailler. C'est la question d'après. La question d'après. Voilà, on prend maintenant le gars de la sablière. La sablière de la Pairie. La famille des Bachmann. Et mon père habitait à la Pairie. Oui. Non, mais je vais sûrement demander à mon père. En tout cas, et je suis sûr qu'il saura. Entre pères riches, ils se connaissent. Parce que, une chose sûre. Parce que la Pairie, à l'époque, c'était le premier quartier résidentiel. Ah non, c'était pas à l'époque de résidentiel. Hein. C'était après qu'on soit quitté de Bessu. Hein. La Pairie, c'est hier, là, au gouvernorat. Non, ben... Il était locataire. Hein. C'était pas... Ben, déjà... On n'a pas hérité. Je pense... Donc, la question était de savoir... Oui, non. La question, je sais, mais je pense que tout à l'heure, tu as aussi fait allusion à, par exemple, à son deuxième nom. Son deuxième nom de famille... déjà, je pense, mon père avait déjà une pression sur lui-même pour faire mieux que son père. Parce que, vu que son père était aussi un diplomate, un ministre, quelqu'un qui avait très bien fait sa vie, parce que mon père a eu à peu près la même enfance que moi. Grandir à l'étranger. Il a grandi en Chine, il a grandi en Angleterre, il a fait ses études à l'étranger. Donc, lui aussi, il avait cette pression-là de faire mieux que son père. Et je peux aussi dire qu'il a eu la chance d'avoir aussi un père à l'époque, parce que mon grand-père était quelqu'un, pour un fan de l'époque, il était très progressiste déjà, qui frappait pas ses enfants, grondait pas. S'assurait déjà de créer un bon point pour qu'ils commencent bien leur vie et autres. Et de même, grâce à ça, j'habite sur une avenue qui porte mon nom. Donc, c'est comme ça que j'indique aux gens. Qui porte le nom de son grand-père. Voilà, qui porte le nom de mon grand-père. Donc, j'indique seulement aux gens. Tu cherches juste le panneau. Il y a mon nom de famille et puis tu es arrivé chez moi. Mais est-ce que ça ouvre des portes ou ferme des portes? Les deux. Il y a la facilité. Il y a la facilité quand tu arrives, on te connaît. Ah ben, tu es le fils de Christian. Viens s'asseoir, on discute. Mais après, il y a cette rétention. Cette rétention de... Certaines personnes te ferment des portes parce qu'ils ont juste des problèmes avec ton père. Exactement. C'est tout. Il y a un monsieur qui m'avait... Pour une petite histoire, il y a un monsieur qui m'avait chassé de son bureau. J'étais rentré au Gabon. J'avais fait un tour au Gabon en 2012-2013 pour travailler dans le cabinet de mon père pour l'aider avec une mission. Et j'étais parti dans une agence de l'État à l'époque. Et le directeur général était censé me recevoir parce que je devais venir récupérer des informations. Et quand je lui donne ma carte de visite, il regarde, il fait Ngwa, Christian, sortez de mon bureau. Tout de suite. Sortez. Alors là, c'était brutal. C'est pas toujours facile. Hein. Sortez. Et moi, je suis juste là, mais s'il vous plaît, signez juste le papier pour montrer que j'étais ici. Il a pris le papier, il a signé, il me l'a jeté au visage et puis il a dit sortez de mon bureau, je ne vais plus jamais vous voir. Et je rentre à la maison et je fais le compte rendu à mon père. Il dit ce directeur-là, il me dit donne-moi le nom de ce directeur. Il me donne le nom. Sa première réaction, quel connard. Et, donc ils avaient vraiment leur problème en fait. Mais ils avaient un bif depuis l'université. Quoi. Ok. Oh. Et s'ils avaient un bif depuis l'UOB, et ça a suivi dans le monde professionnel, ils sont partout. Très longue histoire. Mais il y a mais en fait, il y a beaucoup de ces histoires-là où parfois tu as des portes qui sont fermées. Tu penses que c'est toi. Tu penses que c'est toi le problème ou que tu es fait. Mais en fait, il y a juste des gens qui règlent leurs problèmes qu'ils ont avec ton parent à travers toi. Mais sinon, moi, je dirais mon expérience est plutôt positive. Parce que c'est un monsieur qui n'a jamais de problème pour aider, pour accorder de son temps. Son temps, son argent, ses conseils. Il est toujours prêt à aider. Je veux l'audience. Donc, tu veux l'audience, dis-nous tous, on veut l'audience.
Donc ça veut dire que en fait, il y a beaucoup de personnes dehors qui ont une très bonne image de lui. De ton papa. Très bonne image de lui parce que déjà, en termes de travail, c'est un monsieur qui est très très rigoureux, très très sérieux dans son travail. À l'époque, quand il était au budget, quand il était rentré au Gabon pour être au budget, bon, parce que moi, tous les matins, c'est lui qui partait me déposer à l'école, mais avant, je l'accompagnais. Mais avant, je l'accompagnais d'abord au travail et pour lui, l'administration, lui, à 6h30, il était déjà dans son bureau. Et s'il était déjà dans son bureau et sa porte était ouverte de 6h30 jusqu'à 8h, les gens pouvaient venir le voir sans rendez-vous pour discuter. Et donc, il était toujours très équitable avec tout le monde. Et beaucoup de personnes ont gardé cette image positive là de lui. Et il est toujours cette personne qu'on peut venir rencontrer n'importe comment. Et grâce à ça, grâce à sa bonne réputation qu'il a laissée, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, je ne vais pas mentir. En fait, ça m'a beaucoup aidé. Dans le monde professionnel, ça m'a beaucoup aidé. En gros, on retient qu'avoir un père avec un nom aussi important que les vôtres, ça ouvre des portes comme ça peut en fermer. Tout dépend de la personne qu'on a en face de nous. En tout cas, je ne me suis jamais servi du nom de mon père. Oui, franchement, ça c'est clair. Je ne suis jamais servi. Je suis jamais venu avec je suis le fils de Christian. Oui. Quand il me pose juste la question, c'est ton père. Je dis, déjà, pourquoi je vais cacher mon père? Je suis très fier de mon père, déjà, pour commencer. Je suis très fier. C'est quelqu'un qui a toujours été et qui est toujours, il y a ça un modèle pour moi en termes de travail. Parce que sa rigueur professionnelle, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je pense. De ce que j'ai appris avec lui, il n'y a pas d'université qui peut me l'apprendre. Ok, alors là j'ai une question individuelle pour Junior qui fait, comme je disais, il a un micmac où il est acteur. Comment on appelle les gens qui font du théâtre? C'est un falaman, un comédien. Voilà, acteur, comédien, de la etc. bonne appellation, pas que tu es un comédien. Tu as un titre. En gros, c'est ça. C'est quelque chose que ma petite sœur rappelle aux gens tout le temps, vu qu'elle fait du théâtre. Oui, sa petite sœur fait du théâtre aussi. Donc, son papa est acteur, comédien, humoriste, one-man show, maître de cérémonie. Et vraiment, en dehors de communicant, community manager et autres que Junior fait dans le cadre de sa vie professionnelle, il a aussi un profil très proche de celui de son père. Il est acteur, comédien, il fait des one-man shows, il fait maître de cérémonie, etc. Et du coup, moi, je suis intriguée. Quand on a un père qui excelle dans ce qu'il fait, parce que Serge Abbé Solo, c'est un nom, c'est inscrit dans les annales gabonaises, qui excelle et qui fait qu'on sache tout de suite quand il arrive quelque part ou quand il parle, quand il prend la parole, on sait tout de suite de qui il s'agit. Donc, quand on a un père comme le tien, dont on essaie de suivre les traces, même si ce n'est pas volontaire, comment ça se passe à la maison ou dans la famille quand lui, il a une notoriété telle que la sienne et que toi, ta carrière peine à décoller? Alors, déjà, on n'est pas en concurrence. Donc, ce qui fait que dans la famille, c'est chacun connaît sa place, quoi. Chacun connaît sa place. Chacun porte son gaz. Voilà, chacun porte son gaz. On essaye de ne pas... parfois, on essaye de ne pas... Je veux dire, à la maison, on ne parle pas du travail. Voilà. Maintenant... tu sais au fond de toi que tu n'as pas son niveau. Voilà, donc tu restes à ta place et puis voilà, tu travailles chaque jour pour te faire ton nom, pour avoir une place quelque part. Et puis, il y a aussi cette pression-là, parce que moi, mon père, il m'a souvent dit, oui, mais je ne t'ai pas encore vu animer. Tout le monde dit que tu es bon, mais moi, je ne t'ai pas encore vu animer. Et j'ai eu un contrat un matin, sous recommandation. Et en fait, on l'avait appelé mon père pour dire, écoutez, monsieur, on a besoin de vous pour animer un événement. Et mon père dit, il n'est pas disponible. Et donc, il envoie des numéros de différents animateurs. Et donc, la société nous appelle et puis la société décide donc de me choisir comme animateur.
Mais alors, à ce moment, mon père ne me dit pas qu'il m'a donné mon numéro quelque part. Et donc, un jour, la dame appelle mon père pour dire « Ah oui, mais vraiment, on a reçu le gars, celui qui s'appelle Junior Lebeau, là, il est très bon, il est très bon. Et par contre, le problème, c'est qu'il faut souvent parler avec les jeunes, là, le grand, tu vois. Beaucoup pensent que c'est juste une distraction, mais il faut que les gars essayent de légaliser les choses. Regarde les artistes, on a du mal à payer les artistes parce qu'ils n'ont pas de société ou bien ils n'ont pas de compte bancaire au nom d'une société parce qu'en entreprise, ils n'aiment plus payer les savous, machin. Ils veulent faire un chèque au nom d'une entreprise. Et ça, beaucoup dans le secteur du showbiz, même les artistes, beaucoup ne se sont pas constitués en entreprise. OK ? Donc, on vous dit, avec le temps, quand vous voulez être professionnel, que vous devez avoir une entreprise sur laquelle on va payer. C'est-à-dire que moi, mon père, par exemple, il a une agence, il a une boîte de production. Donc, vous faites pas un chèque au nom de Serge Abessolo. Vous allez faire un chèque au nom de Cap9 Communication. C'est une agence de com qu'il a créée depuis. Et ça, beaucoup, nous, aujourd'hui, on n'avait pas. Moi, à l'époque, je n'avais pas. Mais ça, après, vous prenez, vous améliorez. Et donc, elle, ce qu'elle a critiqué, ce n'était pas la qualité du travail. C'était juste, en fait, de dire que donner un conseil aux jeunes pour que... Parce que vous savez que nous, on aime payer les noms. Aux nouvelles exigences, voilà. en fait. Et donc, elle était satisfaite du travail. Et donc, à ce moment, je suis étonné quand j'écoute la conversation. Et après, il me dit non, c'est moi qui ai donné ton numéro à la dame et tout ça. Et la dame, un jour, on se voit, elle me dit ah, mais je ne savais pas que c'était le fils de Serge et tout ça. C'est lui qui anime souvent nos choses et tout ça là. Et donc, depuis là, il ne l'appelle plus, c'est moi qui l'appelle maintenant. Donc, vous voyez, il y a ce côté-là de se dire chacun essaie de se faire son nom. Oui. Et puis, voilà. J'essaie de travailler chaque jour. Là, maintenant, je suis dans une petite rigueur de petites chaussettes rouges, tu vois, une veste croisée. Parce que le boss fait des pauses tous les lundis pour dire voici comment on porte la veste. Et lui-même, de temps en temps, il me regarde et dit ah, mon petit, tu veux déjà me dépasser. Bon, au fond, je suis content. Je dis, si tu reconnais ça, c'est que il y a l'évolution. Donc, de ce que je comprends, toi, tu considères que vraiment chacun a sa place. Oui, non, moi, je ne suis pas en concurrence avec lui. Voilà. Non. Et surtout qu'il a une grosse avance. L'âge. L'âge. Il a une grosse avance. L'âge, l'expérience. En fait, quand je dis l'âge, il y a l'expérience qui vient avec, tu vois. L'âge et l'expérience. Il est vieux. Toi, tu es jeune. Il a commencé alors que tu avais quelques mois ou même tu étais à peine... il venait de planter la graine. C'est quand même 32 ans. Il venait de planter la graine. Donc, le fait est que vous n'êtes pas en concurrence, vous n'êtes pas comparables. Et aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup qui faisaient ça. Aujourd'hui, on est 1 million. Aujourd'hui, on a aussi... certains sont un peu en train de tuer certains métiers parce que les gens veulent s'improviser. Donc, on se dit parce qu'on passe sur les réseaux sociaux à faire des vannes ici, par là, qu'on a liké, on doit forcément... Et parfois aussi, vous avez des producteurs, généralement, comme ils ont vu votre visage, ils se disent ça va me faire vendre le film, ils vous mettent, alors que vous n'êtes pas forcément un bon acteur. Ok. Maintenant, j'ai une question individuelle pour toi, Johan. Donc, tout à l'heure, on a abordé le sujet vite fait, puis on a fermé la parenthèse pour pouvoir continuer notre questionnaire. Tu es enseignant d'anglais. Ton père est financier, avec un cabinet, etc. Il a eu une très belle carrière. Toi, tu n'es que prof d'anglais. Comment ça se passe à la maison ? Ça, c'est la première question parce que ta question est en 2 volets. Quand ton père te voit, est-ce qu'il a l'impression, est-ce qu'il réalise que c'est toi qu'il voit ou il a l'impression qu'il voit en toi le prolongement de ses rêves ? Alors, simple prof d'anglais. Tu sais, non, mais en Teacher. fait, ta phrase n'est pas anodine. C'est pas la première fois que je l'entends. Il y a déjà beaucoup de personnes qui me l'ont sorti. Mais Johan, ton père, il a fait ça dans la vie. Tu n'es que prof d'anglais. Tu n'as jamais pensé à travailler dans le pétrole. Il peut te faire rentrer. Tu n'as jamais travaillé à faire ça. Il peut te faire rentrer. Déjà, oui, je suis prof d'anglais parce que être prof, c'est quelque chose que je voulais faire depuis. Et surtout, soit dit en passant, Johan enseigne dans les vraies écoles. Hein. Il n'enseigne pas à l'école publique à Québec. Non, il n'enseigne pas à la télé. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et en fait, c'est un appel que j'ai eu. Je pense que je devais être en classe de seconde. Oui, seconde.
seconde, j'étais au lycée français de La Haye. Et il y avait un programme. Il y avait un programme qu'ils avaient au lycée français de La Haye où les élèves du secondaire. Oui. La Haye, là, c'est ça. Libreville ici. En Hollande. Annie, c'est mieux. C'est là où il y a la Cour pénale internationale. Et donc, en fait, ils avaient un programme où les élèves du secondaire pouvaient. Donc, ils choisissaient les bons élèves du secondaire pour pouvoir faire du tutoring, du soutien aux élèves du primaire. Et l'école nous payait pour ça. Et c'était, je pense, 50 € par semaine qu'ils nous donnaient. Et en fait, c'est là où j'ai découvert cette passion. En fait, j'aime être dans cet environnement là où j'aide les enfants. Et j'ai eu la chance, et je peux dire que j'ai vraiment eu la chance, mes sœurs et moi, nous avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont jamais mis la pression pour dire que vous devez faire ça. Oui. Faites ce que vous voulez faire, mais la seule règle, c'était soyez bon dans ce que vous faites. Parce qu'on met les moyens, vous avez les moyens, vous avez les opportunités. Soyez bon dans ce que vous faites. Parce que ma mère, tu avais des notes qu'elle ne trouvait pas acceptables, tu te prenais la Bastille de ta vie. Donc, même chez les Blancs, c'était je prends la ceinture et puis elle nous fouette. Donc, c'était... mais tout le monde chez nous a eu l'opportunité de faire ce qu'il avait envie de faire. Moi, je suis prof. L'une de mes sœurs est architecte d'intérieur. L'autre est graphic designer et fait du yoga à ses heures perdues. C'est ma prof de yoga. L'autre fait du théâtre. Elle est partie à l'université pour ça. Et elle a gagné un prix l'année dernière de meilleure jeune réalisatrice. L'autre fait dans la fashion et l'autre fait dans la toute dernière fait dans du marketing. Elle veut se spécialiser maintenant en littérature coréenne. C'est vraiment... Il n'y a jamais eu cette pression-là de dire qu'on doit faire comme les parents, qu'on doit être des financiers, on doit travailler dans le pétrole. Non. On fait ce qu'on a envie de faire. Après, moi, j'ai une question un peu drôle. Même les riches frappent leurs enfants. Ben oui. En tout cas, non, c'était pour te charrier. Non, Junior, bien sûr. Junior, tu veux intervenir? Oui. Alors, tu vois, il y a un truc qui me plaît, c'est que tu vois, chez lui, il te dit, il n'avait pas une pression que ce soit de son père ou de sa mère. Et moi, par exemple, mon père ne m'avait pas mis une pression. Mais c'était du côté de ma mère, quelque part, que j'avais une pression. C'est que le grand frère de ma mère ne voulait tellement pas que je sois comme mon père. Donc, à ce niveau, j'avais une pression. Ce qui fait que moi, par exemple, dans mon cursus scolaire, après le bac, je fais d'abord des études d'expert comptable. Je fais des études d'expert comptable. Pourquoi? Parce que le grand frère de ma mère, qui était... mon père, qui est mon père aussi, quelque part, était banquier, il était à BGFI. Donc, quand l'État me propose de faire une formation avec une école française en étant au Gabon, l'École nationale de gestion et d'expertise comptable de Paris, on me dit, je dois faire ça au Gabon. Moi, automatiquement, c'est bon, là, mon nom qui va voir que je n'ai pas raté ma vie. Et lorsque vous arrivez encore et qu'on vous parle qu'un expert comptable, voici ce que le gars il gagne, vous dites, OK, là, c'est bon. Mais après, les réalités de cette formation, je me dis non, c'est pas pour moi. Du coup, je vais par exemple faire de l'action commerciale. Et là encore, mon oncle qui me dit, tu veux faire action commerciale, pourquoi? Parce que tu as créé ta société et que tu veux travailler avec les gars de Sobraga. Moi, je suis banquier. Je connais ce que les gens là gagnent. Si c'est ça la laisse. Je vais encore faire gestion administrative et commerciale. Tout simplement parce que je voulais toujours... Le gars, il me dit que mon petit, ça, c'est pas les boulots. Et donc, étant donné que je pratique plus dans le secteur de la communication, je me dis, bon, il ne faudrait pas que j'aille à la bouche dire... Parce que c'est ça le problème souvent qu'on a dans différents milieux, c'est que beaucoup de gens s'improvisent. Il ne faudrait pas juste que j'aille dire... Je suis infographe ou bien je suis community manager si je n'ai pas un diplôme de ce métier-là pour asseoir. Donc, chaque chose si je te dis aujourd'hui que je suis, je veux dire quoi, community manager, j'ai fait des études pour. J'ai fait des études de théâtre. Donc, tu vois, par exemple,
c'est pour cela, après, gestion administrative et commerciale, je fais une licence en communication. Après, je me dis, non, je ne peux pas t'arrêter seulement à la licence. Parce qu'il y a cette petite pression de te dire, tu dois faire mieux. Tu vois, cette pression-là, c'est vraiment pour revenir sur le point sur lequel mes parents voulaient vraiment insister quand on était à l'école, mes sœurs et moi, c'est vraiment faites ce que vous voulez faire, mais soyez bons dans ce que vous faites. Il n'y a pas d'à peu près, il y a pas, il faut être dédié. Et en fait, c'est cette leçon-là qu'ils nous ont donné d'être toujours bon dans ce que tu fais, qui fait que mon travail, quand je le fais, c'est pas à demi-mesure. J'essaie juste d'être le meilleur. Et tu vois, juste le meilleur dans c'est ce un que vrai je prof fais. d'anglais, Parce que c'est... en fait, c'est leur manière d'être, c'est leur manière de voir les choses que j'espère un jour... J'espère pouvoir donner cette opportunité-là à mon enfant aussi pour qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Mais niveau pression, non, ça va. Pas beaucoup. Et tu vois, comme Darlene a dit en intro, malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Et c'était aussi à ce niveau-là, parce que moi, mon père, vous connaissez l'acteur, mais il y a une carrière professionnelle, il y a une carrière scolaire. Parce que, par exemple, mon père, il a fait les PCA. Donc, là, par exemple, à sa soutenance à l'EPCA, il avait eu 16. Et donc, quand je fais la dédicace... Ah, c'est pour ça que tu nous as dit tout à l'heure 19. Non, attends. 19 ou rien. Non, même pas. Non, parce que moi, par exemple, quand je fais ma licence et que mon père vient assister, lui, il ne savait même pas, en fait, que dans ce rapport que je remettais, c'était son nom en dédicace. Où je dédie ce travail à mon père, car, comme on dit, malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Et donc, quand il essaie, il me dit, oui, mais moi, ma soutenance, j'ai eu 16 et tout ça. On va voir si tu vas faire mieux. Heureusement. Et quand on donne les résultats, j'ai eu 17. Il me dit que il m'a dépassé. Et donc, là encore, quand je viens soutenir le master et qu'il est là, il dit encore, il m'a encore dépassé. Il a encore eu 17. Et là, moi, je dis, mais 17, je voulais pas ça, je voulais 19. Et comme mon père, il s'est arrêté quand même niveau master, je vais aller jusqu'au doctorat. Tu vois un peu. Au moins là, Et tu vois, là, ça fait qu'on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu es en concurrence avec ton père, Junior. Mais tu ne l'assumes pas. Non. Tu es en concurrence et c'est positif. Oh non, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Tu es en concurrence avec ton père, c'est mais une tu source n'assumes de pas. motivation. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est une source de motivation. Mais parce que si tu dis, il a le master, moi, il faut que j'aille jusqu'au doctorat, c'est que d'une certaine façon, tu vas abattre regarde, tu sais, moi, ma concurrence... Je ne vais pas dire qu'on a une concurrence parce qu'on fait des choses qui sont complètement différentes l'un de l'autre. Mais ma motivation, tout simplement, c'est que quand ils regardent mon travail, ils soient juste fiers de ce qui se passe. Et je pense l'une de mes plus grandes joies, c'était peut-être il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand mon père m'avait dit « Johan, je suis fier de toi, de mon travail. » Parce que, en fait, un jour... j'étais parti donner une formation dans une administration. Et il y avait l'un de ses amis, l'une de ses connaissances qui faisait partie du panel de personnes qui suivaient la formation. Et en fait, la personne ne savait pas que c'était mon père. Et on se retrouve dehors et le monsieur me croise. J'étais avec mon père, on était assis quelque part. Parce que parfois, mon père et moi, on aime s'asseoir, boire la bière tranquillement. Tu bois la bière avec ton père. Il fait autre chose avec son père. Il fait d'autres choses avec son père. Et j'en parle parce que ça a fait l'objet de beaucoup de tweets. Les gens disaient à Johan que mais comment tu fais pour boire avec ton père? Avec ton père. Parce que je bois avec mon père. Qu'est-ce que tu veux quoi? Quelle chance tu as de boire avec ton père. Avec mon père. Il boit avec son père, il fume avec son père en fait. Il fume son cigare, je fume ma cigarette. On s'échange les cigares. C'est incroyable. Mon cher. Je suis son seul fils sur la planète. Voilà. Bon, moi de temps en temps, mon père il me partage de fonds de bouteilles de vin rouge. Les fonds, mais genre c'est pas qu'il va te donner puis vous asseyez puis vous buvez ensemble, il en est pas question. Mais sous genre en mode un peu En pour fait, te dire écoute mon petit, moi je ne bois pas le vin rouge du quartier, voilà. Non, je bois ça, c'est Château Talbot. On s'assoit, on boit. Ouais, ça c'est les choses des riches en fait. Il y a ça dans notre bouteille de whisky favori qu'on aime boire tous les deux, le Monkey Shoulder. On s'assoit, on prend un verre, il a son cigare, j'ai ma cigarette, on s'assoit, on fait le Congo. Ça. Voilà. Mais ce jour-là, il y a ce monsieur, il croise mon père dehors, et il me voit aussi à côté, il me fait « Ah mais monsieur Johan, qu'est-ce que vous faites là ?» Et mon père lui demande « Mais comment ça, monsieur? Monsieur, comment tu connais le morveux ?» Il me dit « Ah non, mais c'est notre formateur, machin comme ça. » Et puis,
non, il a fait un très bon travail, machin. Ah, ben maintenant que je sais que c'est ton fils, je comprends la rigueur et le professionnalisme derrière. Et en fait, beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé, qui ont après Réaliser que ton père était ton père. Mon père, il a dit, ah non, mais je comprends pourquoi tu travailles de cette manière, parce que quand je travaille sur des projets, je suis vraiment... Parfois, je suis comme un mini dictateur maniaque, je suis très sérieux dans tout ce que je fais. Les gens vont aussi dire, on comprend pourquoi je m'habille bien. Et en fait, tout est toujours fait point by point, tout est planifié sur le long terme, et c'est à la fin, les gens se disent, ah ouais, mais tu es le fils de Christ. Je comprends pourquoi tu travailles comme ça, quoi. Tu es le fils de ton père. Alors, aujourd'hui, je sais que Junior lui parle pas boulot avec son papa pour éviter les conflits d'intérêts éventuels ou je sais pas comment. En tout cas, si c'est côté artistique. Vous ne parlez pas boulot dès qu'il s'agit de tout ce qui touche à la culture. Et toi, Johan? Sauf les films. Ok. Comment est-ce que ton père, tu reçois les critiques et les conseils de ton père lorsque tu lui parles de tout ce qui est de tes défis professionnels? Est-ce que il est plus un soutien ou bien c'est un élément supplémentaire de pression? Enfin, je crois que tu as déjà répondu à la question. Ton papa, c'est vraiment le papa chill, en fait. Niveau professionnel, c'est le meilleur soutien que j'ai. C'est déjà, pour commencer, c'est mon commerce. C'est l'un de mes commerciaux. Il est toujours en train de... Du coup, commerciaux, vous allez l'excuser, c'est parce qu'il est plus anglophone que francophone. Mais en fait, partout où il part, il te vend. Tu connais mon fils? Il fait des formations, il est prof, tout ça. Parce que comme j'ai mon affaire aussi sur le côté où je donne des formations en entreprise et autres, il est toujours en train de vendre le business Johan. Et après, c'est aussi mon comptable qui travaille gratuitement. Ah bah ouais. Tiens. C'est aussi mon comptable. Allez. Vas-y, nous tous on va venir. C'est aussi mon comptable qui travaille gratuitement, qui regarde bien les factures, si elles sont aux normes avec tout ce qui se passe, tous les changements au niveau de la taxation, qui m'aide même au niveau de bien fixer les prix, le pricing, pour savoir si c'est vraiment rentable ou pas sur des projets. Donc, c'est mon employé bénévole, quoi. Ok. Tout le contraire de moi. Moi, je suis l'employé de mon père. Et c'est toujours... en fait, parfois même, il me met une pression supplémentaire, mais je sais pourquoi il me met cette pression, parce qu'il veut vraiment que j'atteigne ma capacité, ce que je suis vraiment capable de faire. Il est toujours là, essaye de faire ça, essaye de faire ça, essaye de faire ça, essaye de faire ça. J'ai vu telle formation, j'ai vu ça. Est-ce que ça t'intéresserait pas? Donc, je pense peut-être une fois toutes les 2 semaines, je reçois une formation ou bien des vidéos TikTok de tel prof qu'il a vu quelque part que tu as vu ça. C'est pas seulement avec moi qu'il le fait, c'est aussi avec mes sœurs. Oui. C'est avec mes sœurs, il est très à fond, très impliqué dans ce qu'on fait professionnellement et personnellement, parce que même mes passions les plus simples, comme le jardinage ou bien mes plantations, c'est toujours, j'ai vu tel truc pour planter ça, est-ce que tu as essayé de planter ça, est-ce que tu peux faire ça? Donc, non. Ok. Alors, ce que les gens vivent avec toi, c'est ta passion. Le jardinage. Vous êtes aujourd'hui... Junior est devenu papa il y a quelques mois. Oui. Il nous a fait un petit garçon. Et Johan, je pense que Johanna a 6 ans. Voilà. Ouais, 6 ans. Et du coup, vous êtes tous les deux pères. Du coup, vous êtes les... Est-ce que vous pensez que vous souhaiterez que vos enfants soient vos reflets? Est-ce que vous pensez que vous allez essayer de briser les chaînes de, comme on dit chez les chrétiens, les chaînes des liens familiaux? Je ne veux pas. Toi, tu ne veux pas. Je ne veux pas briser les chaînes de liens familiaux. Moi, je considère que j'ai eu une très bonne enfance. Riche, quoi. Je vis une très bonne vie d'adulte avec des parents qui, même jusqu'à présent, se comportent toujours en parents de... Voilà, quoi. Tu as un souci, viens nous voir et puis on va voir comment on va régler ça. Et moi, mon seul combat que j'ai avec mon enfant, c'est que je me dis,
si j'arrive à être 50% de ce que mon père était avec moi, j'aurais réussi en tant que père. Ok. Parce qu'il a toujours été un papa exceptionnel. Mhm. Et j'avais une petite anecdote là quand Junior parlait tout à l'heure de Junior n'est pas l'enfant qui recevait un cadeau de Noël tout le temps. Je me suis dit on n'a vraiment pas eu les mêmes enfances parce que j'étais. Ça, c'était Excuse-nous, en fait là c'est pour nous narguer quoi, nous les pauvres. Quand j'étais au lycée d'application, quand on était rentré au Gabon là, quand il était au budget, il était parti pour une mission quelque part. Il était aux États-Unis et à 5h du matin, il revient de son voyage à 5h du matin. Il dit, Johan, je suis là. Bon, parce que quand il venait à la maison, j'étais la première personne qui venait voir d'abord. Je suis là. Officiel. Johan a beaucoup de sœurs, il est le seul garçon. Il a 5 sœurs. Seul garçon et grand frère de 5 petites sœurs. Voilà. Et donc il vient me voir et puis Johan, j'ai une surprise pour toi. Et il me réveille 5h du matin. Et il m'emmène au salon et il y a une Xbox qui est posée là. C'est quand la Xbox venait à peine de sortir et je me souviens à l'époque, je faisais que l'embêter. Papa, je veux la Xbox, je veux la Xbox, je veux la Xbox, je veux la Xbox. On ne vendait pas encore ça ici au Gabon. Et il est parti, il a ramené et puis il m'a déposé. Et après même, et si tu es maintenant, allez, tu pars pas à l'école aujourd'hui, on va jouer. Et En fait, on a vraiment pas eu la même enfance. Ça, c'est quel délire? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Mais ça, c'est quel délire? Non, en fait... Waouh! Je dis, si j'arrive à être 50% de ce que mon père a été en tant que papa, pour moi, avec ma fille, j'aurais réussi mon travail en tant que père. Parce que si mon père pouvait nous offrir la lune, il nous offrirait la lune. On n'a jamais eu à se poser de questions de... Si on demande, est-ce qu'il va le faire? Bon, même s'il ne le fait pas aujourd'hui, la semaine prochaine ou dans un mois, il le fera. Ah, ok. Donc, Junior, toi, est-ce que tu veux briser les liens? Briser. Alors, déjà, moi, mon enfant... Bon, on va dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, du coup. Moi, mon enfant, malheureusement pour lui, n'aura pas droit à l'échec. N'aura pas droit à l'échec parce que à la partie dédicace de mon mémoire de master, j'ai dédié ça à mon fils en écrivant « Je dédie ceci à mon fils, Lobo, afin qu'il s'en serve comme un objectif à atteindre et qu'il fasse mieux à son tour. » Donc, tu vois que si déjà en master, j'ai eu 17, donc c'est pour que... Vas-y, quoi, Junior, il faut aller consulter mon ami, s'il te plaît. Donc... 17,5 pour lui. Ah ouais? Voilà. Qu'il fasse mieux au c'est moins. dur. Le gars est né le mois dernier. Oui. Il a déjà un objectif. Il va avoir 3 mois façon de parler. Voilà. Il est né le mois dernier. Mais si tu cherches maintenant le doctorat, qu'est-ce que le fils va faire? 2 doctorats. C'est dur. Il pourra. Parce qu'en fait... j'ai pas eu ce que je voulais étant jeune, pas parce que mes parents avaient, ils ne pouvaient pas me donner, mais c'est juste parce qu'en fait, ils m'ont donné ce qu'ils avaient de mieux et ce qu'ils pouvaient avoir. Ok? Donc, je pense que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour pouvoir donner à mon fils le nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs que je vais fixer pour lui. Ok? Ce qui voudrait dire que il ne va pas vivre sans avoir un cadeau, mais il n'aura peut-être pas le cadeau qui va être dans la distraction. Il aura peut-être un cadeau qui va faire en sorte qu'il puisse réfléchir pour pouvoir... Les jeux de société, genre. Voilà, genre des énigmes. Là, par exemple, il m'arrive souvent d'acheter des voitures à monter en 400 pièces. Et pourtant, c'est des jeux de niveau de niveau de 6 ans, 7 ans. Oui. Mais pour moi, c'est jouissif de pouvoir m'asseoir là et de pouvoir monter ça. Et là, je me dis, si le blanc écrit que c'est niveau 6 ans, ça veut dire que, en principe, mon gosse, à 7 ans, il devrait être capable de me monter une voiture avec 400 pièces en suivant le manuel. Et donc, il pourra avoir des cadeaux, mais de façon orientée, en fait. Donc, le pauvre enfant, sa vie, ce sera une vie
à essayer de ressembler à que... papa ou Non, faire... Non, pas à essayer de faire mieux que à papa. faire mieux que Tout le papa. temps. Sa vie, ce Oh sera... non, tu me mets le stress déjà à l'enfant, le gars, 3 mois, Sa frère. vie, Arrête. non, sa vie, ce sera de s'amuser, mais de façon... Ludique, voilà, instructive. ludique, instructive. Donc, Mais d'abord, la première chose, Junior. oui. Tu as commencé à marcher à partir de quel âge? Je ne saurais répondre à cette question. Parce Tu que l'enfant mens. doit avoir la pression là pour savoir à quel âge. Non, Oh là là. non, c'est juste que il y a des choses, c'est aussi un peu ce qui, je veux dire quoi, qui a un peu essayé de faire en sorte que je fasse un enfant à un certain âge, c'était de me dire que voici ce que je voudrais donner comme orientation à mon enfant et je ne pouvais pas venir lui faire subir des choses qu'il n'avait pas demandé. Ouais. Donc il faudrait que je sois capable de pouvoir lui donner le nécessaire et tout ça. Et après, il ne faudrait pas aussi diaboliser mon père. Hein. Mon père et moi, c'est pas qu'on ne parle pas. Non, non, vous avez une très belle relation. Oui, on a une très belle relation. On parle de technologie. Parfois, je dis que mon père a été pris dans la série Cacao à cause de moi parce qu'il a fait le casting à distance. C'est moi qui ai filmé son casting et c'est moi qui ai donné les répliques. Et c'est ce film-là qu'on a envoyé pour qu'il soit sélectionné. Voilà. Donc, on a des choses sur lesquelles on parle ensemble. L'entraide Et familiale. Voilà. Oui, beaucoup de Mais notions quand même, de... il faut aller consulter. beaucoup de notions de spiritualité, d'évolution de la vie. Mon père, il donne des conseils comme un bon villageois. Comme un bon villageois, c'est pour dire que il sait rester à sa place, il sait être droit, il aimerait que les gens fassent de même. Voilà. Ok, alors, on a fini notre échange qui était très 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 riche, qui a couvert la quasi-totalité de nos questions, sans que j'ai à lire tout le questionnaire. Et du coup, moi, je prends votre mot de fin. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune fils d'eux qui se retrouve dans un conflit interne à cause du regard de son père? Donc, quel message aimeriez-vous adresser aux fiers trentenaires ou aux futurs trentenaires ou aux adolescents qui nous écoutent et qui se sentent oppressés par les attentes de leurs parents ou même de leur famille en général, en fait? On commence par le père riche. Père riche, père pauvre. Seulement. Père pauvre. Ah, si seulement j'avais cet argent-là. Mais alors... Tu as mieux plus d'argent que nous. Mon frère. Là, je te dis, faut pas arrête de faire Mongol. l'humilité toi aussi. Si seulement. Mais Tu bon, d'abord nous je déposer prends un les- gain, là. On je prend prends ton les mot de fin. bénédictions. Je dirais la même chose je sais pas, que quelque chose que mon grand-père me disait aussi et que mon père a continué à me dire. Mon grand-père disait à mon père, tu n'es pas moi. Mon père me disait aussi, tu n'es pas moi. Et je dirais à Albert, tu n'es pas ton père ni ta mère. Il faut apprendre à se démarquer, à forger sa personnalité à l'intérieur. Tu n'as aucune obligation de suivre les traces de tes parents. Le but dans la vie, je pense, quelque chose que mes parents ont essayé de nous faire comprendre très tôt, le but de cette vie, c'est d'être heureux. Être heureux avec soi-même. Parce que si c'est juste suivre les traces de sa famille, pour simplement les suivre et être malheureux à la fin, cette vie ne mérite pas d'être vécue. Il faut vivre la vie selon ses termes. La première personne à qui tu dois rendre des comptes dans cette existence, c'est toi-même. Parce que c'est vrai qu'il y a une pression de la société, surtout quand on vient de famille. Il y a qu'on a des personnes qui ont réussi dans leur vie, parce que, et honnêtement, la pression, sur mon cas, la pression ne s'arrête pas qu'à mon père. Hein. Il y a la pression parce que je suis le père d'eux, le fils d'eux, le neveu d'eux, le cousin d'eux. Bon, parce que, comme tu le sais, il y a aussi un peu trop de politiciens dans ma famille. Oui. Trop de politiciens, donc... Les politiciens de l'Ancien Régime. Il y a beaucoup de politiciens, donc il y a toute cette... il y a tout ce microcosme-là de gens qui ont leur succès de manière différente. Et il
y a cette pression-là qui vient de partout. Ouais. Et si on écoute cette pression-là, on peut facilement sombrer dans des dépressions parce que tu peux arriver à un âge que pourquoi moi j'ai pas fait ça, pourquoi moi j'ai pas fait ça. Donc tout simplement, tu es toi-même. Vis ta En vie. gros, tu n'es Voilà. ni le reflet ni l'ombre Voilà. de ton père. Non, pas du tout. Sois toi-même. Junior, père pauvre. Aïe, Père aïe, pauvre, aïe. pas si pauvre. Père pauvre, pas si pauvre. Qui achète les voitures. Ah, cette vie. Donc, quel est ton mot de fin Qu'on par rapport à aimerait notre dire qu'on échange? adore. Alors, écoutez, merci à vous. Si vous arrivez à cette partie, merci. Vraiment. Merci parce que Beaucoup de patience. vraiment beaucoup de patience et je sais que vous ressortirez de là riche après avoir écouté l'histoire de père pauvre et père riche. Donc, alors, ce qu'il faut dire à ces personnes-là qui veulent se mettre une pression ou qui subissent une pression de la part des parents, c'est, moi je veux dire, il faut vous faire vous-même votre nom. Ne vivez pas à travers le nom de vos parents. Faites en sorte que, avec ou sans votre père ou votre mère, on parle de vous. Avec ou sans votre parent, on peut dire « Ah oui, je connais celui-là, il fait ceci. » Et non « Ah oui, je connais celui-là, c'est le fils de. » Là, par exemple, petite anecdote, quand j'ai commencé à faire le culte des immatures entre nous, les gens ne me connaissent pas parce que je suis le fils d'eux. Ah non, c'est l'animateur c'était l'animateur d'entre nous. Donc, il faut vous faire votre propre nom. Créez vos propres titres. Créez vos propres titres. Fils d'eux, c'est pas un joli titre. Parce que le jour où Tu fais quoi dans la vie? Je suis le frère d'Eto. Voilà. Le jour où ce nom-là n'est plus le bienvenu, Oui. ça, c'est dangereux. Vous êtes un pour paria aussi. vous avez maintenant du mal à marcher, vous avez honte de marcher parce qu'on va dire que oui, mais celui-là avant il faisait ça. Chers frères et sœurs qui peuvent subir des pressions de la part de leurs parents, j'ai envie de vous dire, écoutez, ce sont vos parents. À un certain niveau, ils savent ce qui est mieux pour vous. Ils ont une vision pour vous. Vous arriverez à un niveau de votre vie où vous pourrez choisir ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas atteint l'âge de choisir ce que vous voulez et d'être indépendant, Vous subissez. vous subissez, malheureusement. J'avais pas le choix que de réciter les leçons de A à Z jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où ma mère ne soit plus là pour me dire « récite la leçon ». Donc, écoutez, vos parents, nos parents, je pense qu'ils savent toujours ce qui est D'une bien certaine pour nous, façon. d'une certaine manière. Ils veulent juste vous éviter peut-être de vous égarer. Essayez d'abord de faire ça. Et puis, si vous voulez changer, la vie est tellement longue, vous pouvez changer de carrière professionnelle à tout moment. Il y a des reconversions à tous les niveaux. Mais faites d'abord ça. Peut-être qu'à ce niveau, il y a une garantie en faisant ce que vos parents veulent. Et après, vous pourrez décider de faire ce que vous voulez plus tard. Voilà. Ok. Bisous, piou-piou à vous. En tout cas, merci beaucoup les gars. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Dans 2 semaines, nous aurons le dernier épisode de la saison. Donc, et durant cet épisode, nous aborderons comme thème la somme de qui nous sommes. Je vous réserve une méga surprise. C'est un invité star. En fait, c'est la star. C'est la star de la saison, en fait. Et du coup, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme disait Junior, si vous êtes restés jusqu'ici, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que notre échange vous a plu. En tout cas, je pense parler pour mes invités aussi. Si je dis que notre échange était intéressant, ça nous a intéressés. C'était Très cool. intéressant, merci. On est passé en mode je ne suis pas l'ombre ou le reflet de mon père, de là à père riche, père pauvre. En tout cas, c'était cool. Et du coup, voilà, n'oubliez pas de rester alerte sur nos stories Instagram pour participer à la question de l'abonné. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les Fiers Trentenaires. Merci à Joanne, merci à Junior de vous être ouverts à nous aujourd'hui. Et voilà, merci pour la sincérité, merci pour la vulnérabilité. Et n'oubliez pas de vous abonner et allez écouter les autres épisodes en fait. Allez écouter les épisodes. Donc voilà, c'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés et à la prochaine.